Ça dit quoi dans la presse africaine? Ça dit quoi? C'est votre nouvelle émission hebdomadaire où l'on décrypte l'actualité du continent à travers la presse africaine. Ici, on va lire entre les lignes, croiser les analyses et surtout proposer un regard bien africain sur les grands événements de notre quotidien. Alors cette semaine, ça dit quoi dans la planète du foot africain? On le sait, on l'a en pleine canne et on sait surtout que ce n'est pas qu'une question de match, c'est aussi une question politique. Exemple qui a fait parler la presse, la suspension des Panthères du Gabon après leur échec face à la Côte d'Ivoire que Gabon Review dénonce. Alors pourquoi cette décision si radicale du gouvernement? Qu'est-ce que ça dit de la place de la politique dans le sport? Et ça dit quoi du côté du Somaliland? Le Somaliland qui a été récemment reconnu par Israël et les réactions ont été vives. La majeure partie, voire à l'unanimité, tout le monde soutient l'intégrité territoriale de la Somalie. On parle d'une ligne rouge diplomatique et d'ailleurs telle qu'elle va nous expliquer ce qui se joue derrière cette reconnaissance. Et ça dit quoi aussi pour les voyageurs africains? On le sait, voyager à travers le continent, c'est souvent trop cher, trop compliqué. Et Afrimac annonce que la CEDEAO a supprimé certaines taxes aériennes depuis le 1er janvier de cette année. Mais est-ce que ça change vraiment la donne? Et au-delà de l'Afrique, quels pays encore ferment leurs frontières aux Africains? Et pour en parler, je serai accompagnée de Bachir Thiam, rédacteur en chef chez Média TV. Bachir, ça dit quoi? Oui, ça dit tout ce matin, je crois. Ça dit tout. Et d'ailleurs, Bachir, ça sera notre un peu inspecteur des messages entre les lignes, justement, de ces papiers africains. Et enfin, ça raconte quoi dans les gradins de la CAN? Un visage historique qui réapparaît parmi les supporters congolais, Patrice Lumumba. Pourquoi cette figure historique fait parler aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça dit surtout de la situation actuelle en RDC? Allez, c'est parti. Ça dit quoi cette semaine dans la presse africaine? Cette semaine, on le sait, on est toujours en pleine canne. Ça dit quoi alors du foot surtout et de la politique dans le foot? Alors, on ne va pas parler de but, mais on va parler de politique parce que la presse se pose cette question très claire. Est-ce que le foot est devenu une affaire politique? Et au Gabon, après l'élimination, on l'a dit, des Panthères de la compétition, le gouvernement a pris une décision pour le peu radicale, la suspension de l'équipe nationale, la dissolution du staff et la mise à l'écart de stars comme Aubameyang et Ekwele Manga. Gabon News dénonce et juge la situation humiliante. On vous propose d'ailleurs d'écouter l'annonce à ce sujet du ministre des Sports par intérim du Gabon qui en a fait parler plus d'un. Et considérant les effets multiformes aux antipodes des valeurs d'éthique et d'exemplarité prônées par la Ve République, le gouvernement décide de la dissolution du staff technique, de la suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre, de la mise à l'écart des joueurs Bruno Ekwele Manga et Pierre-Emerick Aubameyang. Par ailleurs, le gouvernement invite la Fédération gabonaise de football à prendre toutes ses responsabilités. Et sachez que le Gabon, ce n'est pas une exception. Le temps aussi nous raconte qu'en Tunisie, après la défaite en 8e de finale de l'équipe nationale contre le Mali, la fédération a décidé d'une rupture à l'amiable aussi avec l'ensemble du staff technique. Alors on va se poser cette première question. Bachir, pourquoi les États prennent des décisions aussi radicales du jour au lendemain après ces défaites? On a l'impression que c'est très très mal vécu par les États. Oui, c'est mal vécu parce que d'abord, c'est très politique, le football maintenant, le sport de manière générale, c'est politique parce que c'est d'abord une vitrine de pays parce que justement, beaucoup de choses sont engagées au travers ces matchs de football ou de handball, de sport en tout cas de manière générale, particulièrement le football qui soulève plus de masse, en tout cas de masse populaire. Donc ça donne un mélange de facteurs très symboliques, très émotionnels et parfois même très stratégiques. Tout ça, l'un dans l'autre, donne ce genre de réaction épidermique. C'est des politiques souvent qui prennent la parole tout de suite, en l'occurrence le ministre des Sports, parce que c'est lui qui semble plus dessus que tout le monde finalement, alors que c'est tout le pays qui perd. Un match de football ou un match de sport, il y a toujours un perdant et un gagnant. Il n'y a pas de match nul.
Mais est-ce que, justement, ces réactions n'ajoutent pas, on va dire, une image qui ternit encore plus les États en disant, voilà, ils réagissent de manière plus émotionnelle et émotive que réaliste? Pourquoi ils n'investissent pas mieux? Pourquoi ils ne s'engagent pas mieux dans le football au lieu juste de chasser tout le monde pour espérer que ce soit la solution pour améliorer, on va dire, leur image à l'international? Oui, mais ça aussi, c'est du populisme, au fait. C'est du populisme politique. Parce que qu'est-ce qu'on fait? L'équipe nationale qui engage tout le monde, le pays est derrière, tout le monde se mobilise. Bon, sachant parfois qu'on n'a pas la meilleure équipe du monde, donc on n'est pas forcément, on ne va pas gagner. Bon, maintenant, tout est question de bien représenter le pays. Donc, aller lever très haut les couleurs du pays, c'est ça l'objectif premier. Donc, quand ça ne marche pas, la première réaction, quand c'est des populistes derrière, c'est tout de suite prendre des sanctions. Mais pourquoi on sanctionne un joueur sur 23 joueurs qui sont sélectionnés? Pourquoi c'est un seul? Parce qu'il a raté un but, un penalty. Et parfois des joueurs emblématiques. C'est ce qu'a justement fait le ça. Gabon. Oui, c'est justement pour donner une sorte d'exemplarité. On va prendre la plus grosse tête, la plus forte tête, le plus brillant de tout le monde pour sanctionner, pour dire aux autres, attention, vous voyez, on a sanctionné. La conséquence si vous n'arrivez pas à aller au plus loin dans la compétition. Mais ça ne les amène nulle part, parce que la Côte d'Ivoire avait essayé ça. Ils avaient même mis l'équipe nationale, toute l'équipe, en prison pendant quand même des jours ou des heures. Vous avez aussi passé un service militaire de quelques jours. Obligation de service militaire. Et qu'est-ce que ça a donné? Mais aucun résultat. Du coup, même les binationaux ne revenaient plus. Alors que quand c'est devenu un peu plus ouvert et que le sport est rangé à la place du sport, tous les jeunes nés ailleurs et grandis ailleurs ou qui ont fait leurs premières armes ailleurs sont revenus. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Mais question simple, est-ce qu'ils ont le droit de s'ingérer comme ça dans les affaires du football? Le droit, ça nous ramène à la question fondamentale de dire, est-ce que par exemple, un père de famille, entre guillemets, parce que le chef de l'État considéré comme tel, le ministre est considéré comme tel, le président de la fédération est considéré comme tel, et on descend, peut-être il a droit de regard et de sanctions sur ces poulains, comme on dit, mais de là à les sanctionner parce qu'ils n'ont pas réussi, c'est aller trop loin. Pour moi, c'est du populisme simplement, c'est faire plaisir aux populations qui sont allées vexées, qui sont déçues de ne pas avoir gagné la coupe. Plus que motiver, on va dire, les sportifs pour faire mieux. En tout cas, c'est pour motiver quelqu'un, on ne le sanctionne pas comme ça, parce qu'il a loupé un but. Je pense qu'il fallait peut-être créer des infrastructures, former mieux, payer mieux. Dans le fond, améliorer les choses plutôt que de prendre des décisions symboliques. Tout à fait. Et en parlant de décisions symboliques, peut-être, on a aussi une deuxième information qui est aussi très commentée par la presse africaine. Le Somaliland, oui, ça dit quoi sur le Somaliland, un territoire qui remet surtout en cause l'intégrité territoriale de la Somalie et qui n'est donc pas reconnu par la communauté internationale. Et pourtant, Israël est devenu le premier pays à le reconnaître officiellement depuis le 26 décembre dernier. Et pour mieux comprendre, il faut, disons-le, revenir en arrière, tel qu'elle rappelle que le Somaliland est situé dans la partie nord de la Somalie. Il correspond à l'ancien Somaliland britannique qui s'est autoproclamé indépendant en 1991 après l'effondrement de l'État somalien. Et depuis, le territoire fonctionne avec ses propres institutions, un gouvernement, un parlement, une armée, une monnaie. Et donc, Bachir, question aussi que tout le monde se pose aujourd'hui, pourquoi cette reconnaissance? Pourquoi Israël l'a fait? Et pourquoi le Somaliland? Oui, c'est très compliqué parce qu'on peut croire qu'Israël n'a rien à voir, justement, mais sa position géographique aussi dans cette partie de la Corne de l'Afrique, elle l'intéresse beaucoup, justement. Israël défend ses arrières, au fait, en le faisant. Mais pourquoi aujourd'hui? Vous avez dit que ça a été quand même reconnu depuis, enfin, ça a été autoproclamé depuis 1991. On est 2026. Une trentaine d'années au moins. Voilà. Donc je me dis, depuis tout ce temps-là, personne ne l'a fait. Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a motivé ça? Parce qu'aujourd'hui, Israël est dans une démarche aussi stratégique dans son développement, en tout cas dans son expansion. Même par rapport au continent africain. Mais justement, il se repositionne, dans l'attente. Mais il se repositionne aussi comme toutes les puissances aujourd'hui, qu'elles soient les grandes puissances ou intermédiaires, il se repositionne sur le continent parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, en tout cas le futur, semble être sur le continent. Donc tout le monde se repositionne, tout le monde se bouscule et qui va aller le plus loin possible. Bon, et cette partie-là, tout le monde, enfin, on s'attendait à tout sauf à cette partie parce que quand même, depuis une trentaine d'années, c'est resté tel quel. D'ailleurs, c'est tel quel qui en parle, je pense que ce n'est pas un jeu de mots. C'est resté tel quel, justement, parce que personne ne s'est engagé en disant est-ce qu'on reconnaît ou pas. Ils sont autoproclamés et puis on n'en parle plus. Oui. C'est comme si c'était une sorte de... On avait gelé la question et aujourd'hui, Israël vient
remuer le couteau dans la plaie. Donc ça pose vraiment un sérieux problème. Et d'ailleurs, on a aussi un autre article de Sahel Intelligence qui dit que le Somaliland insiste et dit qu'Israël n'a reçu aucune contrepartie, qu'elle soit sécuritaire ou politique. Mais bon, on sait, la Somalie, elle considère que le Somaliland a accepté la réinstallation de Palestiniens sur son territoire et surtout l'installation d'une base militaire dans le golfe d'Aden, qui est une zone stratégique pour le commerce maritime et surtout la sécurité régionale. Donc, qui a raison? On sait, Bachir, on ne va pas faire les innocents. On ne peut pas parler d'une reconnaissance sans contrepartie. Donc, qu'est-ce que ces deux pays y gagnent quelque part? En tout cas, de toute façon, déjà, Somaliland gagne la reconnaissance. C'est une première, et puis reconnue par quel pays? Un pays aussi puissant qu'Israël. Donc, il gagne en reconnaissance, ça c'est certain. Et Israël, qu'est-ce qu'elle gagne? Justement, c'est avoir ce petit back-office où elle peut déverser les Palestiniens qu'il veut aussi sortir, pousser en tout cas vers la sortie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Donc il s'est dit, bon, c'est des terres les plus proches peut-être pour pousser. Bon, et puis, bon, ils sont plutôt arabo-anglophones, quoi. Oui. Donc, l'un dans l'autre... Ça pourrait plus ou moins fonctionner. Ça peut matcher, quoi, voilà. Donc, je pense que chacun, il gagne quoi, au fait. Sinon, il n'y aurait pas... Et aussi cette position du détroit de Bab el-Mandeb, qui n'est pas anodin. C'est dans ce golfe d'Aden, c'est une route stratégique pour le commerce maritime. Pour la route maritime, absolument. Donc ça permettra un accès... beaucoup plus facile et beaucoup plus... En tout cas, au lieu de faire des détours pour accéder, aujourd'hui, c'est du direct. Donc Somaliland contrôle cette région Contrôler, non, mais en tout cas, il est là, le Somaliland est là, il est bien positionné, mais c'est pas là, quoi. On ne peut pas dire que c'est juste par souci d'accompagner. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Somalilandais, quoi, je crois. Oui. En tout cas, c'est stratégique, ça c'est certain. Oui. Et c'est plus... Il y a des arrière-pensées, bien sûr, commerciales, le commerce maritime mondial, quoi. Donc c'est un passage... Rien n'est gratuit, Bachir. Hein, c'est comme le marketing, quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit, n'est-ce pas? C'est nous qui payons, c'est clair. Alors, on va passer à notre deuxième partie dès maintenant. Ça veut dire quoi de voyager en Afrique? Wow. Alors, CNE Plus a annoncé une très bonne nouvelle. La CEDEAO va supprimer quelques taxes aériennes avec une promesse claire dès le 1er janvier 2026, appliquer une baisse de prix sur les billets d'avion et faciliter la mobilité régionale. Mais on a aussi Afrimag qui est aussi très clair. Malgré l'annonce de cette suppression des taxes, les prix des billets n'ont pas encore chuté. Alors, on se pose la question, Bachir, pourquoi cette décision, disons-le, de la CEDEAO aujourd'hui? Est-ce qu'elle est réalisable? Est-ce que c'est juste une annonce? Et surtout, que représentent ces taxes aujourd'hui? Pourquoi c'est une question aussi épineuse pour l'aviation africaine? Moi, ça m'étonne d'abord que c'est la CEDEAO qui ait décidé de ça, parce qu'il y a des organismes quand même qui sont beaucoup plus habilités à le faire. En l'occurrence, des organisations qui s'occupent de toutes les questions aériennes, du transport aérien. En fait, donc, ce n'était pas à la CEDEAO de faire ça. Bon, ça fait un peu politique tout de suite, donc ça peut ne pas être efficace. Généralement, tout ce qui est politique de manière politique multilatéralisme, multinationaliste, donc ça devient tout de suite impraticable, donc non déployable sur le terrain. Alors qu'il y a des institutions dédiées à ce secteur qui devaient le faire. C'est des institutions internationales? Oui, continentales déjà, africaines. Oui. Donc, qui sont par exemple? On a l'association ça s'appelle AA, l'association des aviations d'Afrique. D'abord, voilà, la A. Et dedans, il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent soit du secteur billetterie, donc tout ce qui est transport, tout ce qui est prix du billet d'avion. Donc sa composition et tout ça est réglé par ces institutions-là qui permettent d'augmenter ou de baisser les prix. Je vais donner juste un exemple, parce que quand un pays s'engage à construire des infrastructures aéroportuaires, par exemple, on lui laisse le droit d'augmenter les prix pour financer l'aéroport. Qui se finance avec ses taxes. Avec ses taxes. Mais une fois que c'est fini et que c'est opérationnel, normalement, on devait lever les taxes. Mais généralement, comme dans toute augmentation de prix, on garde le prix, on ne baisse pas, on n'augmente plus, mais on ne rembourse pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bon, on a construit l'aéroport, on a fini, c'est opérationnel, mais on garde les mêmes tarifs.
Et donc les taxes restent élevées. Parce qu'on dit souvent que les taxes dans cette région peuvent représenter jusqu'à 40 à 50% du prix du billet d'avion, ce qui fait que les prix restent chers. On le sait, la mobilité aérienne est très compliquée, au-delà des liaisons qui sont assez faibles. Mais déjà, les prix empêchent le fait qu'on stimule le voyage à l'intérieur du continent et que les Africains puissent bouger et voyager tranquillement. Effectivement, parce que dans le prix dans le billet d'un avion, il y a ce qui revient strictement à l'avionneur, donc à l'opérateur lui-même, donc le transporteur, la compagnie aérienne, et il y a toutes les parties taxes. Et de manière brutale comme ça, c'est à peine un tiers qui revient au transporteur. Donc c'est les taxes. Est-ce que le problème aussi, c'est qu'on n'arrive pas aujourd'hui pour la CEDEAO à savoir où aller chercher cet argent pour combler le fait qu'on va baisser les taxes, on va dire? Oui, est-ce que c'est le rôle de la CEDEAO de faire ça? Justement. Peut-être pas. Donc c'est peut-être aussi pourquoi aujourd'hui on ne ressent pas cette baisse de prix. Justement parce qu'il n'a pas de pouvoir de coercition pour pouvoir d'imposer aux uns et aux autres de le faire, parce que c'est plutôt une organisation politico-économique, la CEDEAO. Or, il y a des organisations techniques qui gèrent ce secteur-là. Ce sont ces organisations à qui on devait confier cette mission, même si elles émanent de la CEDEAO. Donc on le sait aussi, cette question de baisse des tarifs, elle est interrégionale, donc c'est pour les compagnies qui voyagent au sein même des pays de la CEDEAO, et donc c'est basé sur l'activité des compagnies aériennes. Et aujourd'hui, peut-être aussi que c'est une problématique, parce qu'elles n'arrivent peut-être pas à développer leurs liaisons, les prix restent chers. Et pourtant, on n'est pas dans la CEDEAO, on reste sur le continent. Il y a quand même un exemple, un contre-exemple qui est souvent cité par rapport au marché aéroportuaire à l'aviation, c'est le Maroc. Ouais. C'est pas pour être chauvin, mais voilà, le Maroc a réussi son pari. Et aujourd'hui, on a aussi les Échos, c'est un article de presse marocain qui indique que le trafic aérien du pays a dépassé les 33 millions de passagers à fin novembre 2025. C'est quand même énorme, et c'est une hausse de 11% sur une année seulement. Il y a des aéroports partout sur le territoire. On arrive à accueillir des millions, quasiment 20 millions de voyageurs et de touristes cette année. Donc, Bachir, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que le modèle marocain fonctionne? On n'est pas intégré dans une région, mais pourtant, le Maroc à lui seul a réussi à développer cette activité. Oui, parce que c'est un modèle plutôt hybride, quoi. Pourquoi est-ce qu'il est hybride et pourquoi il fonctionne? C'est un modèle qui est basé sur le système de hub. Aujourd'hui, Casablanca a été dimensionné comme un hub aérien, c'est-à-dire quoi? C'est un point de chute qui permet de faire voyager 3 continents, voire tous les continents entre eux, en partant de Casablanca ou en venant à Casablanca. Je vais expliquer ça plus clairement. Aujourd'hui, un Burkinabé, pour se rendre aux États-Unis, passe par Casablanca ou Dakar. Donc, s'il fait Burkina Faso, Maroc, donc il fait Ouaga, Casablanca, et Casablanca, Washington. Oui. Donc, Casa sert juste de hub, parce que quand on fait le calcul de tous ces 20 millions qui transitent ou qui viennent au Maroc, il y a 80% qui ne restent pas au Maroc, qui ne font que passer par le Maroc. Oui, c'est ce qu'on dit, parce qu'il y a 33 millions. On le sait qu'il y a 20 millions de touristes ici, mais ça veut dire qu'il y a quasiment plus de 10 millions de gens qui transitent. Justement. Et quotidiennement, on est entre 7 à 8 sur 10 passagers qui passent. Donc, sur 10 passagers, il n'y a que 2 à 3 qui restent au Maroc. Donc, ce point de hub permet à Royal Air Maroc, parlons-en, ou les compagnies marocaines de manière générale, à pouvoir faire tourner tout ce monde-là autour d'un hub, donc d'un point de chute qui permet à tout le monde de rallier son aéroport final. Donc, il y en a qui passent par Casablanca et qui font 2-3 aéroports avant d'arriver chez eux. Parce que le problème de l'Afrique, au-delà de la cherté des billets, c'est la connectivité qui pose problème. Ça pose problème. Parce que entre deux capitales africaines... c'est basé sur des accords, etc. Justement, c'est des accords internationaux. Des accords bilatéraux. Bilatéraux surtout, et continentaux aussi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les accords de 5e liberté, de la 6e liberté, qui permet à une compagnie nationale comme Royal Air Maroc de pouvoir faire Casablanca, Dakar, Dakar, Abidjan. Mais là, faute de ces accords, Royal Air Maroc est obligé de faire Casablanca-Dakar et revenir à Casa pour aller à Abidjan. Donc en somme, on va dire que ce que la presse africaine dit aujourd'hui, c'est que voyager, c'est pas simple et c'est surtout une question aussi politique. Tout à fait. Et on va passer à notre troisième partie. Ça raconte quoi? Et on va aller sur les gradins de la Cannes.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un supporter pas comme les autres. On l'a vu sur les gradins tout au long de la compétition. C'est le monument vivant, Patrice Lumumba, intégré par Michel Kouka. Donc on le sait, la compétition est terminée pour eux, mais ça a vraiment marqué cette compétition. Ça a mis en avant la RDC. D'ailleurs, dans un entretien accordé au 360, il explique que c'est sa manière de montrer respect pour son équipe nationale et pour son pays. Mais rappelons rapidement Bachir, qui est Patrice Lumumba, on le sait, c'est le premier ministre de la RDC. Il a incarné cette émancipation pour le peuple congolais autant que pour le continent. C'est devenu une légende. Et d'ailleurs, il nous a laissé une très belle citation qu'on va vous lire. Il disait « L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. » C'est quand même très très beau. Alors, petite question, Bachir, qu'est-ce que représente aujourd'hui Patrice Lumumba au-delà de l'histoire, et qu'est-ce que ça dit surtout de la situation aujourd'hui au Congo? Pourquoi ce personnage fait écho à ce que vit la RDC encore aujourd'hui? Oui, ça fait écho parce que simplement c'est le père du nationalisme congolais déjà. Donc c'est un des fondateurs, des pères fondateurs, comme on le disait à l'époque. C'est l'homme qui avait dit non au roi Baudouin, le roi belge, en 1960, son discours de juin 1960, d'ailleurs qui porte un grand boulevard à Kinshasa, Kid la Belle, comme il l'appelle d'ailleurs. Kinshasa, on en a aussi un 30 juin, oui. C'est des boulevards comme ça. Donc ça porte ce discours-là. C'était un des premiers hommes d'État africains noirs, pour parler trivialement, à tenir un discours après Sékou Touré, le nom de Sékou Touré au général de Gaulle. Et c'est lui qui avait, donc c'est Patrice Lumumba qui avait parlé au roi Baudouin, le roi des Belges, qui était propriétaire du Congo à l'époque, du Congo belge, on l'appelait Congo belge d'ailleurs. Il lui a dit, voilà, son discours avait fait sensation et avait fait en tout cas grand écho à travers le continent et dans le monde, en tout cas le monde qui voulait se libérer du joug colonial. Et je pense que tout ça a fait de ce personnage et de cette personnalité une sorte d'icône. On le range aujourd'hui aux côtés de Kwame Nkrumah du Ghana, aux côtés de Thomas Sankara, aux côtés d'Amilcar Cabral. Donc c'est toutes ces figures politiques des années des indépendances, donc de la fin de la colonisation, qui font qu'aujourd'hui, Patrice Lumumba, son nom résonne encore comme une sorte d'hymne africain, d'hymne national et nationaliste, quoi, en fait. Et puis tout le monde se saisit de ce genre de... Et ça l'a fait, c'est quand même merveilleux ce que ce supporter a fait, parce que ça a mis en perspective la RDC sous un autre jour artistique, l'art qu'on connaît aussi au Congolais. Mais je pense que ça a aussi montré l'histoire, la grandeur de l'histoire congolaise, et surtout ce que la RDC traverse encore aujourd'hui. On le sait. Il y a la guerre qui perdure, des millions et des millions de victimes. Et d'ailleurs, on a le journal de Kinshasa qui rappelle que la question de la paix à l'Est reste encore, on va dire, assez vacille encore. On est loin du compte, malgré les accords, malgré les initiatives diplomatiques, malgré les demandes de cessez-le-feu, rien n'y fait. D'ailleurs, il y a Félix Tshisekedi qui était en discussion avec son homologue angolais, qui est président en exercice de l'UA. Donc, Bachir, c'est une question difficile que je vais vous poser, mais quels seraient les ingrédients d'une paix finalement en RDC? Le plus simple serait de céder des territoires. Je ne pense pas que le Congo soit prêt à le faire. En tout cas, ce que dit... Parce que cette question de sécession, elle date des indépendances, avec depuis Moïse Tshombe, etc. Au fait, c'est pas nouveau. Voilà, c'est le découpage même découpage des indépendances, en fait. Quand on est sorti de ces périodes coloniales, donc la conférence de Berlin de 1885 qui a tracé un peu à la règle comme ça les frontières, montre encore aujourd'hui les difficultés qu'ils nous ont laissées à gérer des pays. Le Congo, c'est un continent, c'est pas un pays, c'est un continent. Oui. C'est des millions et des millions de kilomètres carrés à gérer. C'est un pays d'une part et d'autre qui ne sont même pas reliés, avec la forêt immense au centre. La forêt tropicale, ouais, qui divise le pays en 4, en 5, en 10. Mais de toute façon, l'étendue du territoire fait déjà que c'est presque difficile de gérer. Et il y a des pays comme ça. De manière centralisée à Kinshasa. Justement, c'est ça. Donc, comme ce n'est pas décentralisé, ce n'est pas subdivisé en régions autonomes, comme le Nigeria, par exemple, c'est des États, sinon c'est difficile à gérer. Parce que de Kinshasa, pour se rendre à l'intérieur du pays, c'est très compliqué. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de rail.
il y a peu de Il y a vols. l'avion, mais c'est donc très cher et c'est pas régulier. Voilà, c'est pas régulier. Donc tout ça fait et que... c'est des compagnies étrangères. Enfin, il y a Air Congo, mais je crois qu'il y a toujours CAA qui est sud-africaine. Il y a de petites compagnies aussi intérieures, internes qui font ça, mais c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ça, c'est les hommes d'affaires, ceux qui ont du business à faire, qui peuvent se déplacer. Donc une solution serait de cesser éventuellement une partie du territoire. Voilà, c'est ça. Au Rwanda. Oui, c'est ça. Sinon, et que l'opinion internationale se mobilise contre le Rwanda finalement, parce que c'est le Rwanda finalement qui sème ce trouble. En tout cas, c'est lui qui est reconnu comme étant soutien derrière les M23. Des M23. Donc, du coup, si ça continue comme ça, c'est sûr que c'est une sorte de guerre perlée comme ça qui est sans fin, qui va continuer à faire fuir les populations. Les populations vont se déplacer. Et quand elles se déplacent, elles ne se disent pas c'est le Congo ici ou c'est le Rwanda. Ils vont là où c'est plus proche. La frontière est plus proche. D'ailleurs, le Burundi a accueilli énormément de déplacés. Ils y vont et puis eux, ils n'ont pas de frontières. Ça crée une autre problématique au niveau de cette... beaucoup de problèmes d'ailleurs d'accueil et de gestion de ces populations déplacées. Donc, difficile. Je pense que si on avait la solution, elle aurait été déjà trouvée. Mais on espère, qui sait, que ça arrivera à une solution durable, surtout pour les populations qui souffrent incroyablement de cette situation. Mais en tout cas, bravo à notre supporter qui... Bon, la compétition, comme je le disais, est terminée pour la RDC, mais c'était un bel hommage en tout cas à son pays, surtout à Patrice Lumumba, qui a revu aujourd'hui de ses cendres. Au travers de sa personnalité. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Bachir, pour ces éclairages et ces précisions sur l'actualité et la presse africaine. Alors, au final, ça dit quoi, la presse africaine? Ça dit que le foot en Afrique, c'est loin d'être qu'une question de sport. Ça dit aussi que l'intégrité territoriale n'est pas un combat du passé. Ça dit droit et pouvoir de mobilité, parce que voyager, parfois, c'est aussi un enjeu de souveraineté. Et ça dit mémoire quand un nom comme Lumumba résonne dans les gradins d'une compétition de foot comme la CAN. Bref, la presse africaine, ça dit beaucoup de choses, comme l'avait dit Bachir en début d'émission. Merci de nous avoir suivis dans Ça dit quoi, et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer de lire entre les lignes de la presse africaine.